Pierre-Marie Mirou, qui est également très connu de tous les Céliniens. Sa première communication a eu lieu en 1990 lors du colloque Louis-Ferdinand Céline à Toulouse. Et Pierre-Marie Mirou est auteur plutôt son dernier livre, s'appelle Céline plein nord, est paru en 2014 et contient 4 grands chapitres consacrés à l'itinéraire de Céline au nord, est basé sur des travaux très avancés dans des archives, etc. Mais j'aimerais bien rappeler aussi son livre qui a été paru en 2006 avec le beau titre « Matière et lumière, la mort dans l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline ». Et nous entendons maintenant la communication avec le beau titre « Bébert et Bébert ». Merci Alice. Bon, à propos de la publication de mon dernier livre, Céline plein nord, je vais faire, excusez-moi, une petite parenthèse, pas publicitaire mais informative. Ce livre est difficile à trouver. Il est diffusé uniquement dans la librairie Les Autodidactes, rue du Cardinal Lemoine à Paris. Je pourrais en avoir à votre disposition le jour de l'Assemblée générale à la Fondation Jean Dubuffet, pour ceux qui y viendront. Pour ceux qui n'y viendront pas et qui désireraient quand même se procurer ce livre, il faut qu'ils prennent contact avec moi. Nous trouverons un arrangement, mais pas dans le cadre de cette Fondation Saint-Ger-Polignac, où pour des raisons éthiques, toute opération commerciale est interdite. Donc je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas manquer à l'éthique de cette fondation qui nous accueille dans ces magnifiques locaux. On pourra peut-être trouver moyen de faire ces transactions au musée de la Marine, à 200 mètres d'ici, un haut lieu célinien, puisqu'il y allait, étant petit, admirer les maquettes des bateaux qui le faisaient tant rêver. On aurait pu penser à faire d'ailleurs une communication dans ce lieu sur Céline et le musée de la Marine. Bien, alors cette habile transition me permet de revenir au thème de l'enfance avec Bébert et Bébert, les 2 Bébert que vous connaissez dans l'œuvre de Céline, donc l'enfant Bébert, le personnage du Voyage au bout de la nuit, et le chat Bébert, qui lui a vraiment vécu, mais qui est devenu aussi un personnage romanesque, sans doute un des plus célèbres chats, sinon le plus célèbre chat de toute la littérature. Alors, c'est en 1932 que Céline baptise son petit personnage d'enfant de Bébert dans Voyage, et en 1942, 10 ans après la publication de ce roman, il donne ce nom à un chat qui appartenait à son ami Robert Le Vigan, chat qu'il a recueilli à cette époque. Alors pourquoi avoir donné à ce chat, souvent désigné du mot d'argot de greffe, je le dis tout de suite parce que dans les citations, ce sera souvent dit greffe au lieu de chat. Bon, je ne viens pas sur le mot argot de l'origine, peut-être une déformation de griffe, enfin, peu importe. Pourquoi avoir donné à son chat le nom de son personnage créé 10 ans auparavant ? C'est la question que nous nous poserons pour voir donc les rapports entre l'enfant et l'animal chez Céline, d'une part, et au-delà, les rapports entre l'enfant, l'animal et Céline lui-même. Alors, dans un livre qui a défriché un peu le terrain et qui s'appelle Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline, paru en 1976 chez Grasset et qu'on peut trouver encore maintenant dans la collection des Cahiers rouges de cette même maison d'édition, Frédéric Vitou a fait une étude du chat, à la fois comme être réel et comme personnage de roman. Moi, j'ai ce livre, là, je vous le montre, vous voyez, c'est un livre mince, dans une édition du livre de poche qui n'existe plus maintenant, qui est introuvable, mais ça a été repris dans les Cahiers rouges. Et en plus, c'est introuvable parce que Frédéric Vitou m'a fait le plaisir et l'honneur de me le dédicacer. Donc là, c'est devenu une rareté, un double titre. Enfin, c'est pour vous montrer que ce livre peut être lu très facilement, c'est une bonne centaine de pages, hein, c'est pas... Alors, par cette étude, nous apprenons que Bébert est né en 1935, je parle du chat, bien sûr, qu'il s'est retrouvé, par des raisons mystérieuses que nous ne pouvons éclaircir par manque d'archives, au rayon animalerie de la Samaritaine, où il a été acheté par Le Vigan et sa compagne d'alors, qui s'appelait Antoinette Lasauce, dite Tinou. Ce chat leur aurait coûté 39 francs, d'après André Roussard, le biographe de Jeanne Paul.
Ses origines sont rappelées à la page 897 de Rigaudon, quand Céline écrit que ce chat était volontiers, je cite, « renifleur, appréciateur d'herbes et plantes, lui pourtant qu'était le greffe des villes et même d'un grand magasin du rayon des chats. » Mais en septembre 1942, le Vigan et Tinou se séparent et le chat est abandonné définitivement. Il semble, d'après Frédéric Vitoux, que le sort du chat variait selon les relations entre le Vigan et son épouse, puisqu'il avait épousé cette compagne. Quand le couple allait bien, il s'occupait du chat. Quand le couple allait mal, le chat se débrouillait tout seul. Alors, le couple se séparant, là, le chat il est carrément abandonné. Et c'est évidemment Lucette, le grand ami des animaux, des bêtes, qui va le recueillir, puisque le Vigan et Céline habitaient tous deux rue Girardon. Je crois que le Vigan y habitait également, hein, en tout cas à Montmartre. Alors, c'est suite à cette adoption que le chat reçoit son nouveau nom de Bébert, le précédent nom ayant été Chibaroui, toujours d'après André Roussard. Frédéric Vitoux donne Chidibaroui, mais enfin bon, voilà, on est dans quelque chose de comme ça. Et à partir de fin 42, le chat va donc épouser le destin du couple Lucette-Céline, les suivants dans leur périple en Allemagne, au Danemark, jusqu'à son retour à Meudon, où il va mourir en 1952. C'est à cette occasion qu'il va devenir un véritable personnage de roman. Il apparaît d'abord de façon fugace dans Féerie 1 et Féerie 2, puis de façon beaucoup plus présente dans la trilogie allemande. Alors, j'ai noté un certain nombre de points communs entre les deux Bébert et je les ai regroupés autour de 5 thèmes. C'est une façon un petit peu scolaire, je le reconnais, mais enfin, au moins, ça permet à l'auditeur de bien suivre. Ce premier des thèmes, c'est l'innocence, selon moi. Alors, ces deux personnages vivent dans un contexte où la mort est particulièrement présente. L'enfant vit à Rancy, cette banlieue parisienne qui ne laisse aucune place à l'espérance. Je cite, ou je rappelle cette citation bien connue, « Rancy, c'est un rebut de bâtisse tenu par des gadous noirs au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. » Et il ajoute, il faut avoir le courage des crabes pour y tenir, etc. Bon. De plus, on l'a évoqué tout à l'heure, le narrateur médecin traverse une période noire de sa vie, la clientèle ne venant guère à son cabinet, il en est réduit à s'occuper d'affaires plus ou moins louches, dans laquelle la mort la plus sordide est à l'œuvre, comme dans le cas de cette jeune femme qui meurt des suites d'un avortement et dont les saignements rappellent, je cite, « ceux du cou coupé du colonel à la guerre », célèbre page où le colonel se fait tuer, bon. Ou alors, il est amené à s'occuper d'une affaire comme la sinistre combine de la fille en rouille qui tente de se débarrasser de sa belle-mère, ce qu'elle fera avec Robinson et ça finira mal. Quant au chat, on le retrouve tout au long de l'épopée allemande, sous tous les bombardements que subissent ses maîtres. Et cela avait même commencé avant, dans le bombardement de la gare de la Chapelle, la nuit du 22 au 22 avril 1944, que Céline a transposé dans Féerie 2, ou Normance. Bébert subit déjà ce bombardement, mais il y est protégé par Lily. Je cite, « C'est rare que Bébert se laisse porter, il faut qu'il y ait du danger dans l'air. » Le chat Bébert n'apparaît donc le plus souvent, lui aussi, que dans ce contexte apocalyptique, de noirceur, de mort. Au milieu de tout cela, l'enfant et le chat apportent une certaine lumière. Ceci est explicitement dit à propos du petit personnage de voyage, dans cette belle phrase de Céline, « Sur sa face livide, d'ensauter cet infini petit sourire d'affection pure que je n'ai jamais pu oublier. Une gaieté pour l'univers. » Et immédiatement, c'est la phrase qui suit dans le texte, ceci rapproche l'enfant de l'animal. Peu d'êtres ont encore un petit peu, après les 20 ans passés, de cette affection facile, celle des bêtes. Tout ça est bien sûr tiré du voyage. À chaque fois qu'il sera question de l'enfant, ce sera extrait du voyage. Alors, ce rapprochement entre l'enfant et le chat ou l'animal est marqué à plusieurs reprises par l'intérêt que les enfants portent au chat. Par exemple, dans Nord, c'est à Félix Roueux que les enfants polonais veulent absolument voir Pépère, avec l'accent allemand, ou pseudo-allemand, disons. Un peu plus loin, dans le même roman, le chat est ravitaillé par une petite fille bossue qui lui apporte des poissons que son père pêche dans la Spree. Ce rapprochement entre l'enfant et l'animal est accru par le fait que la fillette est bossue, donc plus fragile,
car cette proximité entre l'enfant et l'animal est toujours plus marquée chez Céline quand les enfants sont handicapés. Alors, c'est un peu délicat de toujours s'auto-citer, mais enfin, je me permets de renvoyer à une communication que j'avais présentée au colloque de 1998 sur l'enfant handicapé mental chez Céline, où j'étudiais en détail la rencontre d'Henri Godon, du narrateur, et de Bébert avec ce type d'enfant. Immédiatement, je cite, « Ils veulent toucher Bébert. Il ne faut pas », s'exclame le narrateur. Pourquoi il ne faut pas ? Il a peut-être peur que les enfants maladroits fassent mal à Bébert ou que Bébert soit un peu agressif avec eux. Mais je reprends la citation. « Non, mais Bébert veut jouer avec eux. Il en miaule et les mômes pleurent. » Donc le contact est direct et Bébert passe au-dessus de la volonté de son maître pour aller à la rencontre de ses enfants différents. De plus, c'est lui qui guidera le narrateur et Lucette sur leurs traces. Car sous les immeubles effondrés, ces enfants, qui ont un instinct particulier, comme celui des animaux, ont découvert une épicerie intacte regorgeant de victuailles. Autrement dit, la caverne d'Ali Baba, dans ces temps d'apocalypse en Allemagne. Pour les suivre, c'est Lucette qui a l'idée, je cite, de laisser aller Bébert, c'est d'Henri Godon, et Bébert, en se glissant à travers les fissures, va montrer à ses maîtres le chemin de cette caverne de victuailles où les protagonistes vont pouvoir se ravitailler. En fait, ce que l'enfant et l'animal ont en commun, c'est d'être des innocents, menacés par ce monde de mort qui les entoure. Ainsi, l'enfant Bébert est-il utilisé par sa tante pour tout ce qui a trait aux affaires louches. C'est lui qui va, envoyé par elle, guider Bardamu chez les Enrouilles. Et à peine celui-ci en est-il ressorti qu'il retrouve Bébert le guettant dans, je cite, un édicule, ce qu'on appelait autrefois, plus vulgairement, une pissotière, pour lui dire, toujours de la part de sa tante, de se rendre chez la femme qui est en train de mourir de son avortement. Donc le petit Bébert est utilisé comme ça par la tante. Et le fait que ce soit dans une pissotière que Bébert ait guidé Bardamu ne fait que renforcer et guetter Bardamu, ne fait que renforcer le côté morbide de la chose. De même, le narrateur, dans le délire de persécution qui est le sien à la fin de la guerre, imagine, parmi toutes les tortures qu'on pourrait lui faire subir, que le lecteur pourrait retourner son chat contre lui. Je cite, « Vous me soudoyeriez mon Bébert, vous y achèteriez des beefsteaks, il me crèverait les yeux. » Fait rien. Le chat serait alors prisonnier de la méchanceté des hommes, comme il est menacé, et de mort cette fois beaucoup plus directement, par les lois nazies sur le racisme qui touchent aussi les animaux. N'étant ni de race ni reproducteur car il a été castré, Bébert est, je cite, « un animal à détruire », ainsi que le rappelle dans Nord le Landrate qui, je cite, « fait le geste d'attraper Bébert par la queue et vlac contre le mur », ce sur quoi Lily, outrée, prend son chat sous le bras et quitte la pièce. Pour Céline, comme il l'écrit dans D'un château l'autre, les animaux sont innocents. De même que les enfants, surtout s'ils sont anormaux, car cela leur interdit toute méchanceté. Je cite cette belle phrase de Rigaudon, « Il n'y aurait plus d'abattoir possible si les fonctionnaires préposés regardaient les yeux des anormaux. » Mais l'enfant et l'animal ont tous deux un moyen pour tenter de s'échapper de cet environnement mortifère. Ce sont des vadrouilleurs. Et ce sera mon deuxième thème. La vadrouille, c'est un plaisir qui ne se refuse pas quand l'occasion s'en présente. Quand sa tante propose à Bébert de montrer au docteur le chemin pour aller chez les Enrouilles en lui demandant s'il sait bien où qu'elle demeure, Madame Enrouille, l'enfant n'hésite pas une seconde. Bébert sait où tout est, pourvu que ça soit l'occasion d'une vadrouille. Quand Bardamu propose à sa concierge, qui s'inquiète de la santé de son neveu, de l'envoyer prendre l'air dans les cimetières parisiens, Bébert n'a rien contre, bien que, d'après elle, je cite, « pour les promenades, il a aussi sa vraie tête de cochon ». Mais vadrouiller dans un cimetière, ce peut être en effet, selon Céline, vadrouiller, je cite, « dans un coin d'oasis », comme il l'écrit dans la version B de Féerie pour une autre fois, à propos du cimetière Saint-Vincent de Montmartre, fait, je cite, « de petites allées charmantes, où chaque tombe est une vraie corbeille de roses, en veux-tu, en voilà. » Ce sont les appendices de Féerie. Céline affirmait d'ailleurs dans une interview avoir découvert la nature en se rendant au cimetière sur la tombe de sa grand-mère. Donc il y a peut-être encore là une vérité autobiographique derrière.
En fait, chez Céline, ça je l'ai montré dans ma thèse sur la mort, là, le cimetière est un des lieux de la féerie, d'où les fantômes des morts peuvent s'envoler pour voguer dans les cieux, et donc un lieu tout à fait propice à l'évasion. Céline distingue très clairement la tombe, qui est un lieu d'enfermement atroce, et le cimetière, qui est un lieu d'évasion, surtout comme celui de Saint-Vincent, un tout petit cimetière que vous pouvez visiter à Montmartre. Vous y verrez la tombe de Jeanne Paul, de Marcel Aimé, de Jean de Gabriel d'Aragnès, par exemple, tous les gens qui ont été en contact avec Céline à cette époque, et qui a ce côté, effectivement, petites allées charmantes. Bon. Alors, maintenant, venons-en au chat. Le chat, lui aussi, il aime à se promener dans Montmartre. C'est son quartier. Ce qu'il aime avant tout, c'est suivre librement ses maîtres. Je cite Féérien, « Bébert, son extraordinaire, c'était la promenade, la balade, sa façon de nous suivre, mais pas pendant le jour, seulement le soir, et à condition qu'on lui cause. Ça va, Bébert ?» Brrr. J'essaye de parler chat, c'est un peu dur. Hein. Il était vadrouilleur de nuit. Vadrouilleur de nuit. Cette scène se reproduira en Allemagne, dans Nord, où Bébert et Lily déclenchent une alerte, car ils sont sortis de nuit alors que c'était interdit. C'est un trait commun à Lily et à Bébert, ils ignorent les règles de la guerre, ça n'est pas leur univers. Comme Bébert, Lily est d'ailleurs une fugueuse, c'est le mot qu'emploie Céline dans le même roman, Nord, page 376. Tous deux, Bébert et Lily, sont des êtres de l'instinct, ce qui explique qu'ils soient les seuls à se retrouver dans l'immense dédale du château de Sigmaringen. Je cite cet extrait de Château. « D'un tournant l'autre, je me paumais. Je vous le dis, j'avoue. Lily ou Bébert me retrouvaient. Les femmes ont l'instinct des dédales, des torts et travers. Elles s'y retrouvent. Le sens animal. Les bêtes, pareil. Tenez, Bébert, il me faisait coucou par les lucarnes. Les chats, enfants, dames, sont d'un monde à eux. » Chats, enfants, dames, mais pour celles-ci à condition d'être des danseuses de préférence, voilà des êtres qui sont tout en ondes. Et je cite ce passage de Féérien, « Un chat, c'est l'ensorcellement même, le tact en ondes. » Ainsi, la vadrouille est-elle une des voies de la féerie, même si, avec le temps, Céline a beaucoup plus amplifié ce thème avec le chat, alors que ce n'était qu'esquissé avec l'enfant. Lui-même fut d'ailleurs très vadrouilleur au cours de sa vie, on a parlé de ses aventures avec la SDN, un goût qui lui venait peut-être de son enfance, si l'on en croit un épisode de Mort à crédit, selon lequel, en compagnie du dénommé Popol, il, je cite, vadrouillait jusqu'à Gonesse, ce à quoi les parents avaient mis fin en le renvoyant en classe, ce qui amène dans la tête de Ferdinand ce commentaire, « Moi, d'abord, d'avoir tâté avec Popol la vadrouille, ça me débectait complètement de rester ensuite comme ça assis pendant des heures. » Ce sont ses goûts propres qu'il investit donc dans ses personnages, ce qui explique l'attachement que le narrateur leur manifeste dans les romans, et ce sera mon troisième point commun, le narrateur, le chat et l'enfant. La pensée du narrateur est constamment auprès de son chat. Au début de Féerie 2, quand il reprend ses esprits après une chute de plusieurs étages dans la cage d'un ascenseur, sa première pensée est pour Bébert. « Eh Bébert, voilà comme je suis, corps et âme, mon souci, ma pensée première, mon greffe. » Féerie 2. Dans Féerie 1, il imagine dans son désespoir mettre fin à ses jours, mais ce sera en pensant aux animaux. Je cite, « Quand je me finirai, je vais vous dire, c'est en pensant aux animaux, pas aux hommes. La mort me sera douce. Je veux pas que la mort me vienne des hommes. Ils mentent trop. Ils me donneraient pas l'infini. » L'animal est donc un passeur vers l'infini. Voilà. On comprend pourquoi Céline a dédié Rigaudon aux animaux. C'est comme une forme d'ultime provocation envers l'humanité. Évidemment, l'enfant de voyage n'a pas les mêmes pouvoirs, car il n'incarne encore que la préfiguration de ce thème. Cependant, on trouve dans le roman le même attachement passionné du docteur Bardamu au jeune Bébert que plus tard celui de Céline à son chat. De tous les médecins de Rancy, en effet, il est le seul à vouloir soigner cet enfant atteint d'une espèce de typhoïde maligne. C'est les termes employés. Ses confrères, auxquels il demande conseil, préfèrent se défiler devant cette maladie bizarre qui semble insoignable. Aussi, le docteur redouble-t-il d'attention. Et c'est 2 fois par jour, est-il précisé, qu'il se rend au chevet de Bébert pour surveiller l'évolution de son état,
devant l'aggravation duquel il tente une ultime et désespérée démarche auprès du savant Parapine, censé être un spécialiste de la typhoïde, à l'Institut Bioduret, savant Parapine dont il ne recueille que cet avis désabusé: « Croyez-moi, confrère, la typhoïde de nos jours est aussi galvaudée que la mandoline ou le banjo. C'est à crever. Autant vous l'avouer, je ne me sens plus de force à me tracasser davantage. » Armé d'un tel encouragement, Bardamu n'en continue pas moins à s'acharner à sauver Bébert, pour une seule et unique raison, c'est un enfant. Je cite: « Décidément, je me découvrais beaucoup plus de goût à empêcher Bébert de mourir qu'un adulte. On n'est jamais très mécontent qu'un adulte s'en aille. Ça fait toujours une vache de moins sur la terre, qu'on se dit. Tandis que pour un enfant, c'est quand même moins sûr. Il y a l'avenir. » Malgré tout, le malheureux Bébert succombe, et sa mort n'est pas sans annoncer celle de son homonyme le chat. En quatrième point, nous allons donc regarder la mort des deux Bébert. La ressemblance entre la mort de l'enfant et celle de l'animal est en effet assez frappante. Dans son agonie qui va durer des semaines, l'enfant se montre d'une très grande dignité. Je cite: « Il m'adressait des sourires raisonnables quand je venais le voir. Il dépassa ainsi très aimablement les 39 et puis les 40, et demeura là pendant des jours et puis des semaines, pensif. » Cette agonie stoïque n'est pas sans annoncer, bien après, dans D'un château l'autre, celle de la chienne Bessie. Ces lignes sont célèbres, je les rappelle quand même. Elle est morte sur 2, 3 petits râles, oh, très discrets, sans du tout se plaindre, ainsi dire. Oh, j'ai vu bien des agonies, ici, là, partout, mais de loin pas si belles, discrètes, fidèles. Ce qui nuit dans l'agonie des hommes, c'est le tralala. L'homme est toujours quand même en scène. Alors Bébert, lui, il meurt comme Bessie, sans parler ni gémir, à l'inverse de sa tante, qui ne cesse de se lamenter et de sangloter, tout en ne sautant jamais un repas. Je ne peux pas développer dans le temps, mais ce qui prouve que sa tante est complètement du côté de la matière et complètement antiféérique. Cette opposition entre pudeur et déballage des sentiments est caractéristique de Céline. On la retrouve aussi dans la façon d'éluder la mort de l'enfant, qui n'est à aucun moment racontée, alors que la bêtise et la méchanceté humaine sont étalées au même moment dans une scène où la foule martyrise, rue le Pic, un cochon qu'un boucher s'apprête à saigner. Ainsi, Bébert réduit à, je cite, « un peu de chair jaunie et mobile qui lui tenait encore au corps en tremblotant de haut en bas, est-il prêt à passer du côté des gentils fantômes de l'outre-là. C'est sans surprise que dans la vision qu'il a du cortège des morts s'élevant au-dessus de la place du Tertre, le narrateur l'aperçoit. Je cite, « Avec eux, les morts, j'ai compris tout de suite qu'ils avaient repris Bébert. On s'est même fait un petit signe tous les deux, Bébert. » Quant à la mort du chat, elle est placée sous le même signe. Dans son livre « Le Danemark a-t-il sauvé Louis-Ferdinand Céline ?», Helga Pedersen témoigne que le vrai chat, à la fin de sa vie, elle l'a connu en 1951, je crois, était, ou en tout cas vu pour la dernière fois, était, c'est elle qui l'écrit, plutôt édenté et vautrait sur une paillasse, ce qui, compte tenu de son grand âge, n'avait rien d'étonnant. Fin de citation. Mais pour Céline, son chat romanesque ne peut mourir de cette façon. Chat féerique, c'est en féerie qu'il doit quitter ce monde, dans un dernier saut élégant. Et, je cite cette phrase de Nord, « Il est mort agile et gracieux, impeccable, il sautait encore par la fenêtre le matin même. » La vérité romanesque doit donc être plus vraie que la réalité. Ce qui nous amènera à considérer, pour finir, le rapport entre ces deux Bébert et l'écrivain. Frédéric Vitou a consacré dans son livre un chapitre au rapprochement entre Céline et son chat, intitulé « Portrait de l'artiste en chat de gouttière ». Là, il fait un parallèle entre Bébert et le narrateur de la trilogie allemande. Ce n'est pas là-dessus que je m'arrêterai. Moi, je me concentre plutôt ici sur les rapports entre Bébert, les deux Bébert, et l'écrivain, pas le narrateur. Alors, je me contenterai ici de 2 points précis qui ont attiré mon attention sur la ressemblance, d'une part, entre Céline et l'enfant, d'autre part, entre Céline et son chat. Avec l'enfant, dans Voyage, le docteur Bardamu se voit mis en demeure par la tante concierge de, je cite, « prescrire un sirop anti-vice pour le môme Bébert », parce qu'il est accusé par celle-ci d'être, je cite toujours, « un petit saligot parce qu'il se touche ». Elle ajoute « il a tous les vices, tous les culots,
il finira par assassiner sa mère. Ce qui vaut à la tante cette réplique cinglante de l'enfant « J'ai pas de mère », rétorqua Bébert tranchant et qui perdait pas le nord. Alors voilà quelques lignes très riches de sens et qui renvoient à bien des choses chez Céline. D'abord à un souvenir de son enfance qui lui revient dans Guignol's Bande 2, quand il apprend que le colonel a fouetté Virginie. Ceci lui rappelle les maltraitances dont il était, selon lui, victime dans sa famille, et surtout les leçons de morale de sa mère qui ressemblaient à celles de la tante de Bébert. Ma mère, au passage Choiseul, ma jeunesse, n'avait qu'une parole, l'antivice. Elle n'avait peut-être pas le sirop quand même. Elle n'avait qu'une parole, l'antivice. Elle me tint encore aux oreilles. Pas par quatre chemins. On vole un œuf, puis un bœuf, et puis on assassine sa mère. C'était pas mâché. Donc 2 enfants, 2 innocents, accusés de tous les vices et exposés à commettre les pires crimes. Voilà déjà une ressemblance frappante. Mais la réplique sans appel de Bébert est aussi à noter. Le « j'ai pas de mère » lui permet d'échapper au sort tragique qui lui est promis. Il ne pourra pas l'assassiner du fait qu'il n'en a pas. Il est libre. Bien qu'il ait sa tante sur le dos, il n'a pas à traîner le poids d'une mère, surtout boiteuse, et engluée dans ses éternelles litanies. Bébert est donc beaucoup plus disponible pour passer en féerie que le jeune Ferdinand. Il ne pèse rien, désincarné par sa maladie, il n'a pas de mère et il ne perd pas le nord, comme le précise le narrateur. Même si l'expression paraît ici d'un emploi banal, elle signifie aussi dans la thématique célinienne qu'il connaît le chemin des contrées féeriques. Et pour savoir pourquoi le nord est le chemin des contrées féeriques, il faut lire mon dernier livre. Excusez-moi, bon, j'arrête. Quant au chat, ne serait-il pas le double non seulement du narrateur, comme le montre Frédéric Vitou, mais de l'écrivain lui-même, remâchant ses souffrances causées par l'acharnement des hommes contre lui. Je sollicite à l'appui de cette hypothèse un passage de Féérien dans lequel l'écrivain nous montre son chat vieillissant, renfermé sur lui-même. Alors qu'auparavant, il dialoguait avec son maître, j'aurais pu faire des citations, mais pour des raisons de temps, je n'ai pas fait, mais Céline raconte qu'il dialoguait avec Bébert. Eh bien maintenant, Bébert, je cite, « répond plus aux questions. Il monologue sur lui-même, comme moi-même, il est abruti comme moi-même. » Féérien, page 19. Ruminant tous les abrutissements qui l'ont conduit à cet état, il est à l'image de Céline, dans ses dernières années, ruminant lui aussi sans relâche ses misères, tout en les transposant par l'écriture. Finalement, et ce sera là ma conclusion, l'enfant et l'animal ont bien des points communs, car ce sont des passeurs vers la féerie. À l'inverse de la pesanteur morbide des hommes, ils nous élèvent, comme la danseuse, d'un bond qui nous rapproche de l'infini et nous permet, ne serait-ce qu'un instant, d'échapper à la mort. Ils sont comme les livres de Céline, dont je citerai pour terminer une lettre au critique André Rousseau. À l'inverse de tous les romans dont la langue est morte, je cite, « Ils auront pendant 1 an, 1 mois, 1 jour vécu ». Je vous remercie.